Bonjour à toutes et à tous. Découverte et partage vous invite à vivre une émission véritablement exceptionnelle, qui nous permettra de partir à la découverte du personnage énigmatique de Nisier Antelme Philippe, plus connu sous le nom de Maître Philippe de Lyon. Nous réaliserons ce voyage grâce au travail de recherche personnelle et de compréhension de David Flachet, thérapeute énergéticien, passeur d'âme, lithothérapeute, formateur et conférencier. Il nous proposera son éclairage sur qui est Maître Philippe de Lyon, quelles ont été les grandes lignes de sa vie et pourquoi a-t-il marqué la conscience collective, et quels sont ses messages et enseignements. Puis, en fin d'émission, David Flachet réalisera un soin collectif aligné sur les fréquences énergétiques de la sublime présence de cet être spirituel d'amour et de paix. Cet événement aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 20h, 14h pour le Québec et 15h pour les Antilles françaises. Il aura lieu en direct de la chaîne YouTube Découverte et Partage, avec pour hôte pour cette émission, Didier Combé. Merci pour votre attention. Pour rester informé des prochains événements sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Bonne journée et à très bientôt. Crédit musique, Memory Fond, de Cibs, Crédits images de Maître Philippe de Lyon. Les photographies utilisées l'ont été avec l'aimable autorisation de Philippe Collin, auteur du livre Monsieur Philippe de Lyon, album Souvenir 1905 à 2005, disponible aux éditions du Mercure Dauphinois. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis bien évidemment ravi de vous retrouver pour un nouveau direct. Donc, comme vous le savez, ce soir, on va accueillir David Flachet qui va nous partager écoutez, ses connaissances, le fruit de ses recherches, son travail sur ce personnage qui a marqué donc la conscience collective des Français, qui n'est autre que Maître Philippe de Lyon. Donc, on l'accueille sans plus tarder. Bonsoir David. Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va ce soir? Eh ben ça va bien, on peut caler bien avec Maître Philippe et ses collaborateurs lumineux. C'est cool. On a de Eh la chance. je vais juste t'inviter à te présenter sommairement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et puis, de nous f de comment dire? De partir sur ta lancée pour, nous inviter à ce voyage de la connaissance de Maître Philippe de Lyon. Très Donc bien, tu as la parole. merci Didier. Donc je suis thérapeute énergéticien et formateur. Depuis maintenant quelques années, j'ai été formé par Roland Hauer. Et je le remercie au passage, hein, on l'a déjà dit et redit, et c'est que du bonheur de vivre, de pratiquer ces beaux enseignements. Voilà, je préfère en rester là sur une présentation assez simple. Euh, Maintenant, je tiens à remercier tout particulièrement Maître Philippe d'avoir donné son autorisation, son accord pour qu'on puisse faire une émission avec lui. Merci pour son accord, sa participation aux soins. On aura de la chance tout à l'heure d'avoir un soin collectif avec la participation, entre autres, de Maître Philippe. Merci à Didier, hein, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Je remercie aussi Joseph, un guérisseur qui est sur les plans de lumière, c'est lui qui m'a fait découvrir Maître Philippe il y a maintenant pas mal d'années. J'en profite aussi pour remercier Philippe Collin qui nous a donné l'autorisation d'utiliser des photos de sa collection personnelle. Donc c'est un auteur. Donc merci à lui et merci au Mercure Dauphinois aussi d'avoir fait le lien. Donc ça me permet d'enchaîner. Donc les informations, aussi incroyables soient-elles, sont véridiques. J'ai puisé ces informations dans l'ensemble des livres édités au Mercure Dauphinois, et puis principalement dans un livre de Philippe Ancos. Donc on en reparlera, hein, le fils de Gérard Ancos dit Papus.
Et puis un livre aussi important de Serge Caillet, Monsieur Philippe, l'ami de Dieu. Et puis des précisions m'ont été apportées au cours de la préparation de cette émission. Donc cette émission est dédiée à tous les prisonniers, à toutes celles et ceux qui sont en captivité. Donc dans un premier temps, on va partager les grandes lignes de la vie de Monsieur Philippe. Ensuite, on s'attardera un petit peu sur comment se déroulaient ces séances. Je partagerai aussi avec vous un certain nombre d'anecdotes de guérison. Nous verrons aussi ces enseignements, quels étaient les enseignements de Monsieur Philippe. Et puis, nous aurons la chance d'avoir un soin collectif. Voilà. Donc, Monsieur Philippe, qui n'aimait pas qu'on l'appelle Maître Philippe durant sa vie, mais qui maintenant est un maître ascensionné, donc je pense qu'il ne nous en voudra pas, hein, c'est sûr même. Donc, qui s'appelle en fait Nisier, Anthelme. Philippe, c'est son nom. Donc, il est né le 25 avril 1849 dans un hameau qui s'appelle les Rubatiers, sur la commune de Loisieux, en Savoie. Donc, à cette époque, la Savoie est rattachée à l'Italie. Donc, c'est donc un Piémontais. Il racontera qu'il a mis plusieurs années, alors l'équivalent en temps terrestre, pour trouver les bonnes conditions de son incarnation. Il fallait qu'il trouve un père qui s'appelle Joseph et une mère qui s'appelle Marie et qui ait qu'un seul prénom. Donc à cette époque, c'était très peu courant d'avoir qu'un seul prénom. Donc ça sera l'aîné d'une famille de 5 enfants. Donc il y aura Joséphine qui naîtra un an après lui. Ensuite il y aura Auguste. Benoît d'abord, Auguste et puis Clotilde. Donc de sa plus tendre enfance, il dira que c'était un bébé qui criait, hurlait, qui était très agité, parce qu'il était emmailloté. Et il sera sensible toute sa vie à l'accouchement, aux femmes en général, aux soins des femmes, à l'accouchement, aux couches. Et il préconisera, il conseillera fortement de ne jamais emmailloter les enfants. C'était une pratique courante à l'époque. Donc, de son enfance, nous savons peu de choses. Nous savons que quand ses camarades étaient pas bien ou étaient malades, le fait d'être près de lui, tout de suite, ça les apaisait, ils allaient mieux. On sait aussi que le curé du village avait remarqué qu'il n'était pas comme les autres, hein. Donc il était perspicace. Il y a une anecdote aussi, quand il était enfant, de son frère Auguste. Donc il est issu d'une famille de paysans, hein, très modeste. Et quand il allait en champ, donc ça veut dire quand il allait garder les moutons, son frère Auguste, il a raconté plus tard qu'il prenait son bâton, il faisait le tour du pré, le tour du champ, et il partait jouer toute la journée avec son frère, et quand il revenait le soir, les moutons, ils n'avaient pas franchi les limites du champ. Donc pour celles et ceux qui connaissent les moutons ou les caprins, c'est impossible de contenir sans barrière ces animaux. Ensuite, il va être envoyé. Donc, il y a une autre anecdote aussi dans enfance, et à l'âge de 10 ans, son père il fait la campagne d'Italie. Donc, il fait la guerre avec l'Italie et il lui fait tourner la tête, donc à distance, et il lui évite
un obus ou une balle. Hein. Donc c'est les seules anecdotes qu'on connaît de son enfance. On sait ensuite qu'il sera envoyé à l'âge de 14 ans à Lyon, chez son oncle boucher. Donc il apprendra la boucherie. Il sera très attaché à son oncle. Il dira que si cet homme eût cru donc en Dieu, sous-entendu, il eût été un homme parfait. Donc ça devait être probablement un anarchiste ou un communiste, hein, parce qu'à cette période, c'est une période de grande misère et de grande révolte, hein, où il y a beaucoup d'exploitation et de révolte chez les canuts dans les milieux populaires. Donc il va apprendre la boucherie. Il fait pas mal de livraisons aussi. Donc c'est à cette époque qu'il va commencer à faire des guérisons. Donc à partir de 13-14 ans. Il y aura aussi 2 blessures importantes, hein, une au pied pendant les livraisons et puis une à la main. Donc les livraisons lui permettront aussi d'avoir des pourboires et à côté de son temps libre, il va prendre les cours du soir et il va s'inscrire chez les frères maristes pour passer son certificat de grammaire, qu'il obtiendra d'ailleurs. Ensuite, c'est une période où il va commencer, donc à l'âge de un petit peu avant 20 ans, il va commencer les guérisons. En fait, il aura plusieurs salles. Il va s'établir rue de la Tête d'Or, hein, qui est connue, mais avant de s'établir plus tard rue de la Tête d'Or, il y aura cinq salles où il proposera des séances de guérison. Et à cette époque, il est vers Perrache, donc c'est une salle au sud de Lyon. Et vu que le contexte, on en reparlera, hein, est très tendu, hein, avec la justice et les médecins, il s'adjoindra la complicité d'un cousin éloigné qui est officier de santé. C'est les Ratiers, en fait. C'est des cousins à lui qui seront, d'ailleurs, le père il sera témoin à son mariage plus tard. Donc les premières attestations de guérison qu'on a de Maître Philippe, elles datent à peu près de cette période-là, hein, à partir de 1869. Donc quand il a âgé de 20 ans, il y a des certificats, des attestations de guérison. Donc pour se mettre dans la légalité, il va s'inscrire à l'école de médecine, en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte. À l'époque, pour exercer la médecine et la chirurgie, donc on s'inscrivait à l'école de préparatoire de médecine et de pharmacie. Et il y avait tout un cursus, hein, donc je ne sais plus combien d'années c'était, pas loin de 10 probablement. Et il y avait aussi la possibilité, donc ils pouvaient exercer sur tout le territoire national. Et il y avait aussi la possibilité de faire des cursus plus courts, c'était en fait les officiats de santé. Et du coup, Maître Philippe, il va s'inscrire à un officiat de santé. Donc les officiats de santé seront supprimés en 1892. Donc pour s'inscrire, le certificat de grammaire est nécessaire et suffisant. Et donc il y a 3 solutions en fait pour faire un officiat de santé, pour être officier de santé. Soit en fait on fait 3 années d'école de médecine, soit on fait 5 années de pratique à l'hôpital, soit on fait 6 années de pratique en apprentissage dans le cabinet d'un médecin. Et ensuite on peut exercer la médecine, mais que dans le département d'obtention du diplôme et que en dehors des villes. Donc Maître Philippe, lui, il choisira l'hôpital. Il s'inscrira 4 fois.
Et la 5e, il y a un médecin interne qui l'empêchera de s'inscrire à nouveau. Parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Durant ces 4 années, il passe son temps à soulager, consoler, guérir. Il a évité un nombre incalculable d'opérations chirurgicales. Donc, ils ont du mal à supporter ça. On en reparlera plus tard, mais en fait, pour guérir, il faut être docteur en médecine. Sinon, on est considéré comme charlatan. Voilà. Donc, concrètement, je vais vous donner 2-3 petites anecdotes. Il y en a 2 qui sont connues durant son apprentissage en médecine. Il y a le cas d'un soldat où l'amputation est jugée nécessaire et du coup, maître Philippe, il l'entend pleurer, il va le voir et il lui dit demain on doit t'opérer, mais t'inquiète pas, le chirurgien va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'opérer et tu vas être guéri. Et surtout, tu dis pas que tu m'as vu. Et le lendemain, donc le chirurgien il passe et il constate qu'il n'y a plus besoin d'opérer, donc il comprend pas. Et le soldat lui dit bah oui, c'est le petit monsieur qui est passé. Et donc le chirurgien comprend tout de suite encore Philippe. Il y a le cas aussi de 3 soldats qui attendent la mort. Ils sont au stade terminal de la fièvre typhoïde. Et il va les voir et il leur dit on vous croit perdu, mais n'en croyez rien. Demain, vous rentrez en convalescence et vous serez envoyé dans une maison de repos. Donc, c'est les 2 anecdotes qui sont connues. Il hésitera à s'inscrire dans un autre département, mais sa famille l'en dissuadera. Et comme on le verra un peu plus tard, il travaillera en collaboration de plusieurs médecins. Donc j'aimerais revenir sur une année importante, c'est l'année 1870. Donc c'est juste avant c'est au tout début en fait où il s'inscrit à l'école à l'hôpital. En fait il est mobilisé. La France, elle déclare la guerre à la Prusse et il est donc mobilisé. Et le lendemain, il y a 500 personnes qui viennent à la préfecture pour le réclamer. Donc il y a le conseiller du préfet, il comprend pas bien ce qui lui arrive, il dit allez me le chercher. Et quand il arrive dans le bureau du conseiller du préfet, le conseiller du préfet il lui dit je vous défends de me faire du mal. Donc maître Philippe il lui dit très bien, je vais demander au ciel. Et là le gars il tombe par terre. Donc il comprend bien après quand il se relève qu'il se passe des trucs. Donc il est mis dans sous la pression populaire, ils mettent maître Philippe dans un groupe de réservistes. Donc il finira quelques mois plus tard à être de nouveau mobilisé, mais là il sera réformé grâce à la blessure qu'il a eue à la main. Et il y a une autre anecdote, un fait très marquant de cette année 1870, c'est un jour, il est avec un ami, il apprend le décès d'un jeune enfant d'une famille qu'il connaît. Donc cette famille, elle habite à Vèze, à Gorge-de-Loup, c'est au nord-ouest de Lyon. Donc ils se rendent sur place. Quand ils arrivent, il y a le menuisier qui est en train de fabriquer un tout petit cercueil. Il y a les médecins qui sortent, ils viennent de constater le décès. Et donc les parents ils sont tout surpris de voir maître Philippe. Il leur dit voilà, on est venu présenter vos condoléances. Donc la mère elle dit qu'est-ce que t'es gentil, Nézier, viens, on va se recueillir. Il est dans la chambre, le petit. Donc là ils sont dans la chambre et maître Philippe il regarde la mère et il lui dit maintenant est-ce que tu me donnes ton fils? Donc la mère elle comprend pas, elle lui dit oui. Et là, il se tourne vers l'enfant et il lui dit « Jean, je te rends ton âme ». Et là, tout de suite, l'enfant, il revient à la vie. Donc ce petit, il s'avère que c'est Jean Chapas. Jean Chapas qu'on va retrouver, qui, entre parenthèses, pourrait très bien avoir une émission à lui tout seul, tant c'est un grand personnage. On le retrouvera aux côtés de maître Philippe. Donc il va poursuivre sa scolarité. Jean Chapas, il passera son diplôme de pilote sur le Rhône.
pour conduire des péniches comme son père. Et puis à l'âge de 20 ans, je crois, à peu près, Maître Philippe viendra le chercher et ça sera son second. Il travaillera au quotidien avec Monsieur Philippe et il prendra même sa succession ensuite. Donc déjà, hein, c'est costaud, tout ça. Ensuite, donc les séances, comme je vous ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc il croise beaucoup de gens dans ces séances. Il va faire la connaissance d'une famille très riche, des industriels qui ont beaucoup de biens, de propriétés. C'est la famille Glandard. Il va soigner le père. Il soignera aussi la fille Jeanne. Et la fille, donc Jeanne, suivra plusieurs séances et en fait il y a une relation qui va naître entre eux, hein, et du coup ils vont se fréquenter et puis ils vont se marier le 11 octobre, c'est en 1877. Donc de ce mariage naîtra 2 enfants, le Victoire et puis un an plus tard Albert. Donc ça permettra à Monsieur Philippe d'avoir aucun problème de côté finance. Il sera tranquille, il pourra continuer de pratiquer ce qu'il pratique. Et d'ailleurs, il revendique être chimiste. Sur son acte de mariage, il a écrit qu'il était chimiste. Donc je vais m'arrêter sur cet aspect de Maître Philippe, maître chimiste. En fait, Maître Philippe, il fait ce qu'il veut avec ses doigts. Il fabrique ce qu'il veut. À une époque, il a inventé un téléphone, il a inventé un appareil pour être au courant des fluctuations de la bourse. Et il a toute une partie aussi de chimie. Et il aura même, à une époque, 4 laboratoires en même temps. Donc le laboratoire qui est plus connu, c'est dans le Vieux-Lyon, c'est rue du Bœuf, où il sera assisté par une dame qui sera très précieuse, parce que du coup elle surveillera ses préparations des fois un petit peu tard dans la nuit. Et j'ai fait une liste de tout ce qu'il a fabriqué. Donc il était très généreux, donc il a déposé peu de brevets. La plupart du temps, il offrait les brevets à ses amis médecins ou à Jean Chapas. Donc ces produits, hein, c'est des médicaments ou des compléments alimentaires qui ne sont plus disponibles actuellement. Donc vous allez voir, c'est impressionnant. Donc tout d'abord, la philippine, donc c'est le nom, c'est une eau de quinine. Le dentifrice Philippe. Donc je précise en fait qu'il travaillait avec une pharmacie. Un élixir dépuratif nommé Rubatier. Une huile vipérine contre les tumeurs et cancers. L'eau de toilette Salomon. Il fait breveter aussi la farine brésilienne. Il y a un autre produit qui s'appelle l'Eparmartis, dit aussi foie de Mars. C'est une pilule dépurative, donc qui sera confiée à Papus, donc on verra plus tard. Il y a les pilules Philippe, appelées aussi le Guéritou, qui va confier à Jean Chapas. Il y aura le fameux médicament héliosine, c'est un médicament anti-syphilitique, donc très important à l'époque, donc il confiera au docteur Lalande, qu'on va découvrir dans un instant. Donc c'est assez impressionnant. Et la dame, donc c'était Josette, dite Berthe Matonnet, qui travaillait avec lui. Donc ça, c'était la partie, c'était important de s'arrêter, la partie Maître Philippe chimiste. Donc Maître Philippe, sa notoriété, elle ne va cesser de croître.
Il va être contacté par le bey de Tunis, donc c'est Mohamed Al-Sadouk, parce qu'il est malade. Donc il va se rendre en Tunisie au début de l'année 1881. Il va guérir le ben et il va le prévenir que ses jours sont comptés. Et le bey succombera 18 mois plus tard. Donc c'est quelques semaines après, il y a son fils Albert qui va mourir. Et puis la même année, son frère Benoît aussi va mourir. Et son frère Benoît, il avait des grandes capacités aussi médiumniques, entre autres. Ils étaient très complices. Donc ça, il a été très affecté par à la fois la perte de son fils et puis de son frère. Donc à cette époque, il a une vie sociale très riche. Il y a des années où il est conseiller municipal dans son village, à l'Arborel. En fait, il a été habité à l'Arborel, c'est un petit village au nord de Lyon, là où sa famille, la famille de sa femme, en fait, avait une grande propriété. Il va être aussi capitaine des pompiers. C'est quelques années plus tard aussi où Jean Chapas va le seconder au quotidien. Depuis l'épisode de la préfecture, bien entendu, il est dans le petit papier des policiers. Donc à cette époque, les indiques, ils ont fait état de 5 cabinets de magnétisme à Lyon en 1886 et en 1889, il y en a 10. Donc il va avoir une première enquête peu de temps après l'épisode de la préfecture. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc il y a un commissaire qui envoie un policier enquêter et le policier il n'arrive pas à franchir la porte parce qu'il est pris d'une très grande diarrhée. Et en fait, tous les flics qui vont se présenter, en fait, ils voudront plus y aller au bout d'un moment parce que chaque fois qu'ils essayent de franchir la porte, ils sont pris d'une grande diarrhée. Donc il va avoir aussi plusieurs procès. Il y en a 3 qui sont connus pour exercice illégal de la médecine. Donc à cette époque, comme je vous l'ai dit, c'est assez tendu. Et les médecins, ils disent qu'il vole sa clientèle. Voilà. Donc c'est un charlatan qui vole sa clientèle. Et chaque fois, il est condamné à une amende et le préfet le somme de produire les diplômes pour pratiquer les guérisons. Donc c'est voilà. Mais on aura l'occasion aussi d'en reparler un peu plus loin. Et au dernier procès, le procureur est très véhément. Il l'accusera même de voler de l'argent dans le porte-monnaie des dames. Et l'ironie du sort, c'est que le lendemain de ce procès, ce même procureur le sollicite parce que son fils est atteint du croup. Et donc Maître Philippe, bien sûr, accédera à sa demande. Quelques années après, Maître Philippe il va faire la connaissance de Papus. Donc Papus, c'est Gérard Ancos, c'est un auteur, donc il est docteur en médecine, il a un cabinet à Paris, c'est un auteur, il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation des sciences occultes, il a de nombreux amis, je ne vais pas tous les citer, je ne vais pas les aborder ce soir, mais je citerai juste Sédir et puis Faneg. Donc Maître Philippe, il entend énormément parler de Maître Philippe, Papus. Et Papus, donc c'est une époque où les égos sont très très forts, donc aujourd'hui aussi, mais à l'époque il y avait encore les duels, donc c'est des gens qui pratiquaient des duels. Papus, il pratiquait la magie, donc la magie au sens large. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il maîtrise l'art des bohémiens, le tarot, il maîtrise la chiromancie, l'iridologie. C'est quelque chose. Et en fait, à force d'entendre parler de Maître Philippe par sa fiancée, donc il s'avère que sa fiancée, la famille de sa fiancée,
habite à côté de la propriété de Maître Philippe. Et donc, ça le fait disjoncter d'entendre tous les jours parler de Maître Philippe. En fait, donc pour ceux qui sont dans l'énergétique, hein, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, c'est très, comment dire pour être clair. Donc, en fait, quand je dis qu'ils maîtrisaient la magie, c'est qu'ils subissent des attaques, hein, ils subissent des attaques, ils attaquent eux-mêmes. C'est un monde, oui, ça fait un peu penser à Harry Potter, hein. Donc c'est pour ça qu'on le verra après, Maître Philippe va un peu les assagir. Et puis quand on vit dans ce monde-là d'attaque, on est parfois sujet à l'auto-envoûtement et aux crises de paranoïa. Et c'est un peu ce qui va se passer avec Papus, parce qu'il sera persuadé que Maître Philippe est en train de pas lui jeter un sort, mais a une très mauvaise influence. Et oui, parfois même, il pense qu'il va lui piquer sa fiancée. Enfin, c'est compliqué. Donc en fait, il se dit, bah, je vais faire un rituel, hein, vu que je maîtrise, je vais couper ça. Donc je vais pas décrire le rituel avec vous, mais je vais juste vous dire qu'il avait besoin d'une épée pour commencer ce rituel. Il a pris l'épée et en fait l'épée a été arrachée de ses mains et il s'est écroulé à genoux en pleurant. Donc là, il s'est dit, waouh, ça doit être bon, ouais. Il va falloir que je le rencontre et il est parti immédiatement à sa rencontre. Et naîtra ensuite une collaboration jusqu'à la mort de Maître Philippe. Papus gardera son cabinet à Paris, mais descendra à Lyon régulièrement pour travailler avec Maître Philippe. Et Maître Philippe, il va vraiment lui apporter un... Maître Philippe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il rejette les sociétés occultes. Il rejette le spiritisme, il rejette la magie. Il a toujours vécu en marge de l'Église, des religions, et ce qui l'intéresse, c'est uniquement les enseignements de Jésus. Donc il va faire découvrir Jésus et ses enseignements à Papus, et puis à Phanex, Édir, etc. Et Maître Philippe va changer leur vie, complètement. Et c'est Papus qui va lui permettre de faire la connaissance de Durville. Donc Henri Durville, c'est quelqu'un qui est très connu aussi à l'époque à Paris. Ses fils seront connus aussi, hein, dans le domaine du magnétisme et même de la radiesthésie. Donc Durville, il va sympathiser avec Maître Philippe et il va créer une école de magnétisme à Paris et qui finira par être reconnue officiellement en dépit des grandes protestations de l'Académie de médecine. Donc il y a une anecdote qui est connue, c'est en fait, ils ont sympathisé tous les deux, hein, Maître Philippe et Durville, et pour le baptême de son fils, Maître Philippe, il a invité, donc ça se passe à l'église Saint-Mary à Paris. Sur le parvis de l'église, il y a un clochard rasé à moitié avec des haillons. Maître Philippe, il va s'asseoir à côté de lui, puis il fait style, il parle tout seul. Et il dit j'ai 10 000 francs en lingots d'or et 5 000 francs en billets de banque cachés telle rue à tel endroit. Et le gars, le clochard, il part en courant. Parce qu'en fait, je pense que vous avez compris, il lui a décrit le magot qu'il avait et où il était. Donc il a eu peur et il est vite parti retrouver son butin. Donc ça vous montre en fait, Maître Philippe, il savait tout. Donc lui-même se rappelait de toutes ses vies antérieures. Il était capable de lire chaque âme, donc même ce qui allait se passer après. Il disait tout ce qu'il était autorisé à dire, il le disait. Donc par exemple, il avait dit à Sadi Carnot, donc c'était le président de la République de l'époque, il lui avait dit démissionner si vous ne voulez pas être assassiné. Donc il a d'autres
Il a prévenu aussi d'autres personnes. Donc ensuite, il va y avoir le mariage du docteur Lalande avec sa fille Victoire. Donc le docteur Lalande, il est considéré comme son fils, hein, ils sont très proches. Docteur Lalande, on l'appelle aussi Marc Aven, c'est son nom de plume. Donc le docteur Lalande, il a eu son doctorat en médecine juste l'année avant. Et il aura un cabinet juste à côté de la rue de la Tête d'Or, en fait. Là où ont lieu les séances de Maître Philippe, il installera son cabinet. Et il sera nommé aussi médecin à l'hôpital Saint-Luc dans la foulée. Ensuite, ce qui est important, c'est donc Maître Philippe. Il va être connu, hein, comme je vous l'ai dit, de plus en plus. Donc, on retrouvera ses traces à la cour de Berlin, à la cour d'Italie, où le roi, il obtiendra du roi Humbert de l'époque la grâce d'un criminel français. On le retrouvera aussi à la cour du Monténégro, et puis de Russie, c'est ce qu'on va voir. Il a reçu aussi des distinctions de plusieurs villes, la ville de Toulouse, de Marseille, de Naples, de Acre en Italie. Et c'est par l'entremise de Papus qui va rentrer et qui va faire un premier voyage en Russie et qui va rencontrer la duchesse Militsa. Donc c'est des proches du tsar. Donc elles vont être fascinées par ce personnage, par ses guérisons. Elles vont en parler au tsar. Et un an après, lors d'une visite d'État de Nicolas II à Compiègne, le tsar il va demander à avoir 2 heures de libre. Et pendant ces 2 heures, au fond d'un parc, il rencontrera Maître Philippe. Donc les autorités françaises ils vont commencer à pas trop comprendre ce qui se passe, surtout que le tsar, en fait, il va aller voir le ministère des Affaires étrangères, enfin, il est en contact avec lui lors de cette visite d'État, et il va leur demander pourquoi Maître Philippe, il n'est pas docteur en médecine. Donc il va leur dire, vous allez le faire docteur. Vous lui donnez un doctorat de médecine. Donc il s'appelle Théophile Déclassé, le ministère des Affaires intérieures. Il en parle tout de suite au préfet du Rhône et là il met en place en fait une surveillance. Donc c'est encore soft au début, mais il demande à ce que ça soit remonté au ministère de l'Intérieur. Et ils dépêcheront quand même le doyen de la faculté de médecine de Paris. Donc il assistera à une séance à Lyon. Donc je vous expliquerai après, je reviendrai sur les séances, mais là je vais juste vous en toucher 2 mots. Donc en fait, il y a le doyen qui vient, il y a un malade qui est examiné par plusieurs docteurs. Ensuite, Maître Philippe le guérit. Donc le doyen il est là, les yeux ébahis, il leur dit je m'incline. Mais en fait, la science ne peut pas comprendre. Donc en gros, c'est une fin de non-recevoir. Et donc il refuse que Maître Philippe reçoive un doctorat de médecine. Et il va faire un deuxième voyage en Russie. Et au cours de ce deuxième voyage en Russie, là, le tsar, il va lui programmer une journée. Et là, il n'y aura pas de docteur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il devra examiner cliniquement un certain nombre de patients, les guérir. Et à la suite de ces examens, il va lui décerner un doctorat de médecine. Il sera aussi nommé président d'une commission d'inspection sanitaire qui équivaut au grade de général dans l'armée. Donc ils auront une relation amicale. Donc Maître Philippe, bien entendu, l'invitera, le conseillera, insistera pour lâcher du lest
avec son peuple. C'est une période compliquée au niveau géopolitique. Je ne vais pas trop m'arrêter dessus parce que c'est assez complexe. Mais là vont débuter les persécutions. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi la Russie, elle a une police, c'est l'Okhrana, c'est une police qui est pour l'extérieur, quoi. Et il y a le responsable de l'Okhrana, de cette police des services extérieurs, va s'acharner en fait sur Maître Philippe. Et en fait, il s'avérera qu'il est à la solde du gouvernement français. Donc, ils vont là dépêcher une filature, ça va être horrible. Donc, il va être pisté, les courriers ouverts. Ça va être très très difficile. Donc, quand il va s'apercevoir que la correspondance est lue, ils vont trouver des codes. Les policiers finiront par craquer les codes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les messages concernent que des guérisons, en fait. Donc, c'était pour prendre des nouvelles de telle personne ou guérir telle personne. C'était uniquement ça. Alors, il a aidé le tsar et la tsarine à avoir un fils. C'était vraiment ce qu'ils n'arrivaient pas à faire et c'était vraiment important pour eux, pour leur descendance. Il s'avéra que ce fils est hémophile, donc lié au karma du pays et qui succombera dès les premières heures de la révolution russe. Donc c'est une période très difficile pour Maître Philippe. Il s'ensuit aussi des campagnes de presse violentes. En fait, il y a le clergé orthodoxe donc, qui s'y met, il y a certains bourgeois qui s'y mettent, il y a la police, donc l'Okhrana avec le gouvernement français qui s'y mettent. Donc, dans la presse à Lyon, dans la presse en France, dans la presse européenne, c'est à cette époque qui est celui qui fait tourner les tables avec le tsar, des trucs comme ça en fait. Des grosses balivernes. Et Maître Philippe, bien qu'ayant les nerfs solides, mettra en place en fait des démarches pour prendre le gars en duel, le Ratchovski, le chef de la police russe. Et il finira en fait quand il s'aperçoit que ce flic il est à la solde du gouvernement français, il le signalera au tsar et le tsar le démettra de ses fonctions. Mais en tout cas, c'est une période très très violente. En 1903, il va carrément arrêter les séances en prévenant les gens, en leur disant voilà, c'est plus possible. Donc il finira un mois et demi après à réouvrir les séances. Et la police commencera aussi à lâcher du lest, parce que ça doit coûter énormément cher aussi de filer quelqu'un pour rien. Parce que là, après, en fait, il communiquait, il transmettait les messages en main propre, Maître Philippe, donc avec des intermédiaires. Donc les flics, ils n'arrivaient plus à suivre, et puis ça coûtait énormément cher au niveau des voyages, à tous les niveaux. C'était vraiment compliqué. Ensuite, il va se passer donc des dates marquantes. Ça va être en août 1904, sa fille Victoire va décéder. Donc on lui demandera de la soigner, etc. Et c'est des raisons complexes, mais il ne pouvait pas. C'est pas qu'il pouvait pas, mais c'était pas prévu. Et il savait très bien ce qu'il avait à faire, donc il a prolongé quelques jours. Il lui a prolongé la vie de quelques jours. Et c'est un événement qui l'a anéanti. Donc c'en est devenu vraiment difficile pour lui, et c'est Jean Chapas qui va prendre la suite des séances. Et Maître Philippe, il va décéder un an après, donc le 2 août 1905. Et la fin de sa vie sera très dure, il souffrira beaucoup les derniers mois. Ça sera pas facile pour lui. Donc sa succession au niveau des séances, c'est comme je vous l'ai dit, ça va être Jean Chapas qui, jusqu'en 1926, il pratiquera les séances de guérison. Donc il sera rapidement mis au tribunal, mais il sera acquitté.
Donc il va mourir, Jean Chapas, en 1932, et il aura un certain nombre de successeurs. Il y aura Claude Laurent, Auguste Gauthier, Benoît Grandjean, jusque dans les années presque 50. Il y aura des cabinets de guérisseurs, des successeurs. Et puis, rappelez-vous le menuisier qui préparait au tout début de l'émission. Donc là, je vous fais faire un petit flashback. Quand Jean Chapas est mort, quand il était enfant, il y avait un menuisier qui préparait le cercueil. Et ce menuisier, en fait, ça a changé sa vie. Donc ce menuisier, il s'appelle Jean-Baptiste Ravier. Il passera son temps ensuite à suivre des séances. Il demandera à Maître Philippe s'il pouvait prendre des notes. Et il a édité un livre qui est réédité aux éditions du Mercure Dauphinois. Et il y aura un fils, Jules Auguste, qui va baigner dans cette atmosphère spirituelle. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que il y a l'école d'Henri Durville de Paris, il va y avoir une succursale qui va être créée à Lyon. Maître Philippe, il sera le directeur. Et donc Jules Auguste Ravier, il sera diplômé de cette école. Et lui, il ouvrira des séances de guérison à Saint-Étienne, sur le même modèle que les séances de Maître Philippe. Voilà. Donc maintenant, je voulais juste vous parler des séances, comment se déroulaient des séances. Donc les séances, il y avait toujours quelqu'un qui filtrait. Et en fait, il renvoyait 2-3 personnes susceptibles de perturber l'atmosphère fluidique. Les séances, au départ, pendant pas mal d'années, elles étaient gratuites. Après, il a demandé 3 francs. Et l'argent était redistribué après la séance aux indigents. Donc en fait, les gens y venaient, il y avait toutes les classes sociales, vraiment toutes les classes. Ils rentraient, c'était comme à l'église, il y avait des bancs. Maître Philippe était dans une pièce, il se préparait derrière. Quand ils rentraient, il leur demandait de se lever et de se recueillir. Il faisait une invocation à Dieu. Et là, les mains dans le dos, il déambulait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Maître Philippe était très taquin. Il aimait faire rire. Il faisait beaucoup rire les malades. Et là, en fait, il déambulait dans les allées et il s'arrêtait devant chacun. Une petite tape, des fois une passe de magnétisme, des fois une petite prière, des petits conseils. Voilà en gros comment se déroulaient les séances. Et donc, il collaborait avec plusieurs médecins. Et dans la plupart des séances, en fait, les médecins examinaient cliniquement les patients, enfin pas tous, mais certains, des cas souvent graves ou ambigus, litigieux. Et Maître Philippe donc agissait. Et les médecins constataient ensuite les guérisons. Donc il y aura un certain nombre d'indices à chaque fois qui arriveront à se faufiler à l'intérieur. Il y aura aussi en face un bistrot qui sera à la solde de la police pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc en gros, voilà comment se passaient des séances. Donc je vais maintenant vous raconter quelques guérisons. En fait, il y en a tellement eu, je vais juste vous en citer 2-3, sachant que pour les personnes que ça intéresse, dans les quelques livres consacrés à Maître Philippe, elles pourront retrouver un certain nombre d'anecdotes concernant les guérisons et puis sur ses enseignements. Donc je vais vous raconter donc l'histoire de c'est une maman qui amène sa fille de 10 ans qui se traîne sur son océan. Elle a une déviation de la colonne vertébrale et Maître Philippe il lui demande si elle va pouvoir payer. Donc la maman elle se met à pleurer et il lui dit non mais je vais pas vous demander de l'argent, c'est pas cette monnaie-là qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez que votre fille guérisse? Donc la maman elle dit oui. Donc
promettez-moi de ne plus dire du mal, de plus médire personne jusqu'à que votre fille ait 20 ans. Donc, je vous promets. Et la fille, hop, elle est guérie. Donc elle se met à marcher normalement. Maître Philippe, il lui dit, lève-toi, sans t'aider du banc. Et la petite fille, elle commence à marcher. Il y a aussi une histoire connue, c'est une dame qui arrive estropiée d'une jambe avec un appareil. Et après une séance, elle marche sans appareil. Il y a aussi l'histoire d'un enfant de 18 mois qui est rachitique et qui a les tibias en arc de cercle. Donc Maître Philippe, il dit, vu que cette maman, elle est très riche, on va demander à Dieu la guérison de cet enfant. Et instantanément, la guérison a lieu. À un autre moment, c'est une dame qui arrive, donc d'apparence très aisée, avec son fils, une petite fille. Il est accompagné aussi de son médecin et d'un professeur en médecine. Donc la petite fille, elle a une bronchite tuberculeuse qui est compliquée d'une tuberculose intestinale, donc autant dire qu'il la considère comme perdue. Et Maître Philippe, il lui dit, donc vous avez des biens, vous n'arrêtez pas de calomnier vos amis, vous partagez pas votre argent, et vous venez ici demander la guérison de votre fille. Elle dit oui. Donc il se tourne vers l'assistant et dit, bon on va se cotiser pour guérir l'enfant. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez vraiment que votre enfant elle guérisse? Donc la maman, elle dit oui. Donc, madame, promettez, et la vie de votre enfant dépend, de ne plus calomnier vos amis pendant, je vous demande, 3 mois seulement. Voilà. Donc c'était vraiment cette énergie, cette atmosphère récurrente, hein, c'est cette monnaie divine. Il demandait vraiment de payer en monnaie divine. Il y a un autre cas aussi, c'est une maman de 22 ans qui arrive avec son fils de 5 ans. Elle lui dit, vous m'avez sauvé il y a 10 ans, donc c'est pour ça que je viens pour mon fils qui a une méningite. Donc il dit au docteur examiner cet enfant, donc il a une méningite tuberculeuse, donc très prononcée. Et donc Maître Philippe, il dit, est-ce que vous voulez guérir cet enfant? Enfin, il demande à l'assistance, est-ce que vous voulez que cet enfant soit guéri? Et bien sûr, tout le monde dit oui, oui, oui. Donc Maître Philippe, il dit, très bien, et pendant 3 mois, il faut que pendant 3 mois, vous ne dites pas du mal de votre prochain. Et là, toute la salle se met à dire, non, mais c'est pas possible. Donc ils négocient et ils finissent à tomber à 3 heures. Et il dit, ce que vous ne pouvez pas le faire, je le ferai. Donc ensuite aussi, il y a un cas qui est connu, c'est un monsieur qui se plaint de l'estomac. Il a des douleurs atroces. Donc Maître Philippe, il dit au docteur présent, examinez cet homme. Donc il y a 3 médecins. Donc il y a Papus, docteur Lalande, puis un autre docteur qui l'examine et il trouve rien. Mais Maître Philippe, il leur dit, je pense qu'il a l'appendice xiphoïde tourné en dedans. Et il y a un des médecins qui exerce une pression, pas très forte, mais en fait, l'appendice xiphoïde, c'est un petit os en bas du sternum. Donc il y a le médecin qui a la main, qui exerce une petite pression, et il sent que l'appendice xiphoïde se remet d'aplomb sous l'intervention à distance de Maître Philippe. Donc ça, c'est des cas très courants. Et bien entendu, il y avait plein de cas, ça se passait à distance. Il y avait une personne qui venait de la famille parce que l'autre ne pouvait pas se déplacer et il guérissait à distance
la personne. Une fois, c'est un ouvrier qui arrive avec le doigt coupé et son doigt, il est vraiment pas joli, hein, il est tout, il est bien abîmé. Donc, Maître Philippe, il prend son doigt, il le met dans sa poche, il lui fait un bandage et le doigt, il reviendra. Ensuite, il y a le cas de... C'est une petite fille qui... c'est une maman qui amène sa petite fille qui a une jambe plus courte que l'autre. Donc Maître Philippe, il la prend, il la pose et l'enfant il tombe par terre. Donc Maître Philippe, il va la reprendre, il la prend dans ses bras, il la repose et il dit à sa mère, bah, vous tendez les bras et vous l'appelez. Et au fur et à mesure qu'elle l'appelle, bah, la jambe en fait redevient normale et l'enfant est guéri. Il y a aussi une anecdote, c'est à énormément de séances, il y a un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Fier et qui est goitreux. Donc il vient souvent parce qu'il veut être guéri. Et il se passe jamais rien. Et un jour, ce jeune homme, il va trouver Claude Laurent, donc un ami de Maître Philippe, qui sera un de ses successeurs, qui aura un cabinet de guérison, et qui lui dit, bah, est-ce que vous pouvez pas lui toucher un mot, quoi, parce que moi, j'arrête pas d'y aller et il se passe rien. Donc Claude Laurent, il en parlera à Maître Philippe, et Maître Philippe, il lui dit, bah, en fait, dans 1 an, il va partir. Donc à quoi ça sert? Donc Claude Laurent, il insiste. Et le jeune Fier est guéri. Et 1 an après, Maître Philippe, il dira à Claude Laurent, Fier est au plus mal, allez voir si sa mère a besoin de quelque chose. Il y a aussi l'histoire qui résume beaucoup de choses, hein, c'est un paysan qui vient voir Maître Philippe parce que sa femme est très malade. Donc Maître Philippe, il lui dit, c'est pour ta femme que tu viens. Donc il lui dit, oui, elle est très malade, ta femme. Donc ça va te coûter très très cher. Donc le paysan, il dit, je payerai ce qu'il faut. Il dit, ça va être très très cher. Donc il lui dit, tu es en procès avec ton voisin. Donc est-ce que tu veux que ta femme guérisse? Il dit oui. Donc tu vas rentrer chez toi, tu vas aller voir ton voisin, tu vas aller lui dire, mot pour mot, tu veux ce bout de terre, je te le donne. Je veux plus être en procès avec toi, je veux qu'on soit amis. Donc le paysan, il le regarde, il dit, mais si je fais ça, en fait, il va me mettre encore plus la misère. Il dit, est-ce que tu veux que ta femme guérisse? Bon. Donc quand tu vas arriver chez toi, ta femme, elle sera levée, elle sera guérie. Si tout ce que je te dis là, c'est pas vrai, tu reviens la semaine prochaine, dire à tout le monde que ta femme n'est pas guérie. Il y a ensuite une histoire, c'est un cultivateur. Donc à cette époque, hein, les paysans les appellent des cultivateurs. Hein. C'est quand même plus joli. Il y a un cultivateur de Montpellier qui vient solliciter Maître Philippe parce qu'il est victime d'envoûtement. Donc là, ce sera Claude Laurent qui raconte ça. Claude Laurent, il est aussi secrétaire de l'école de magnétisme de Lyon. Et un jour, il aura une commission importante à faire et il sera obligé de trouver Maître Philippe chez lui à l'Arborel dans son labo. Et là, justement, il rencontrera le cultivateur. Le Maître Philippe, il dit au cultivateur, bah, racontez-lui votre histoire. Donc en fait, je ne vais pas raconter ici les détails, mais en gros, c'est un cas classique, hein, super violent, hein, de magie noire. Où en fait le cultivateur il vit avec sa mère et leur santé se dégrade, c'est très violent. Ils peuvent plus vivre de leurs fruits des travail parce que chaque fois qu'ils achètent des animaux ils tombent malades, ils peuvent pas les revendre, etc. C'est en fait l'histoire, c'est le cultivateur, il fréquentait une femme et cette femme a fini de se marier avec un autre homme et c'est cet autre homme qui lui a balancé ça quoi. Alors qu'il n'avait rien fait, hein, c'était un bon gars. Le Maître Philippe, il lui dit, est-ce que vous voulez que tout soit renvoyé à cette personne? Donc il dit, ah non, c'est pas possible, je peux pas.
Donc Maître Philippe était satisfait de cette réponse. Et ce cultivateur, il est revenu quelques semaines après, remercier parce que tout avait été levé. Il y a aussi une dernière histoire qui est intéressante, c'est donc Papus, je vous l'ai dit, il avait un cabinet à Paris et il avait dans sa patientèle une famille bourgeoise, donc très riche, qui était en place et il a vu cette famille dégringoler petit à petit, c'est-à-dire que leurs conditions sociales se sont dégradées, la maladie s'est installée, etc. Et il comprenait pas. Et un jour, il en parle à Maître Philippe. Et Maître Philippe, il lui dit, bon, je vais te faire un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Maître Philippe, en fait, il avait la possibilité de faire apparaître des clichés astraux. C'est-à-dire que de faire revivre l'atmosphère d'une époque. Donc, il l'avait fait une fois dans une séance. Il avait refait vivre une scène de la guerre de Waterloo. Et là, en fait, il lui dit à Papus, donc je vais lever le voile. Et en fait, Papus, il voit autour de lui donc tous les acteurs de cette famille dans un autre temps. Et il voit en fait que ces personnages qui sont en train de dépérir, que leur situation a changé, en fait, ils ont laissé mourir une proche pour avoir son héritage. Et donc, en fait, ils étaient en train de payer tout ça. Donc, Maître Philippe, il dit, donc, il y a Marie qui veut vraiment intervenir et les ancêtres ont fait des demandes. Donc, ils ont suffisamment galéré et il leur a permis de reprendre une vie normale. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les anecdotes concernant les guérisons. C'est assez impressionnant. Je vois ta tête, Didier. Mais t'avais déjà entendu. T'avais dit 2-3, on en est à 12 ou je sais pas combien. Ah, pardon. Oui. Non, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de faute. C'est juste de voir ta passion du sujet. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et puis, en fait, il y a peu de personnes qui le connaissent, donc c'est intéressant. Et ensuite, je voulais juste toucher 2 mots par rapport à ces enseignements. Alors, juste avant, je vais poser quelques questions, Ouais, je t'en prie. si tu veux bien, parce qu'on a des questions dans le chat et moi-même j'ai des questions. Est-ce que Maître Philippe de Lyon est enterré à Lyon? Oui, C'est pas une question, mais voilà. il est enterré Il y avait ce commentaire. au cimetière de Loyasse. C'est le seul dont sa tombe est fleurie toute l'année. OK. Et Jean Chapas est enterré juste à côté. Alors, il y a une question de Susanna, qu'on salue. Donc, bonsoir. Est-ce qu'il y a encore des personnes comme Maître Philippe de nos jours, ou même des réincarnations de lui dans l'histoire? C'est Des un peu personnes compliqué sur comme la lui, deuxième partie, mais oui. il y en a, hein, il y en a, c'est sûr. Il y en a peut-être pas des dizaines, mais il y en a à l'heure actuelle. Et concernant les réincarnations de Maître Philippe, alors il y a des citations, je m'en rappelle pas, mais il a parlé, hein, il a dit, mais il a dit très peu d'informations qu'il allait repasser, mais pas forcément avec autant d'intensité. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, actuellement, il y a des personnes qui sont incarnées, mais peut-être des fois vous allez croiser un clochard dans la rue, et en fait c'est quelqu'un en fait qui fait des soins à l'humanité. C'est ça qui est déboussolant, et en fait on passe à côté, on ne sait pas. Donc il y a des gens comme ça. Après, je pense aussi il y a des gens comme Grabovoi, hein, nos contemporains, que je connais pas plus que ça. Je sais pas si Didier tu connais, mais bon, qui au Grégory monde, Grabovoy, oui. oui, qui donc ouais, les faits qui sont répétés sont quand même assez impressionnants. C'est un personnage qui est hautement contesté, hein, attention. Oui, Oui. après, c'est ce que je veux dire, j'ai pas vérifié. Hein. Là, tout ce dont on parle, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment vérifié. Là, je pense à lui, mais oui, tu fais bien de le dire parce que. Non, Voilà. mais après, voilà, il y a des livres et des ouvrages
et certaines personnes que j'ai pu rencontrer ont attesté de la puissance des enseignements qu'il transmet, et cetera. Donc c'est juste voilà, il y a des informations, il y a des enquêtes qui ont été faites, des informations. Alors est-ce que c'est la désinformation officielle? Est-ce que Oui, c'est effectivement des choses à tester? Je oui, préférais juste de dire que c'est un personnage contesté pour que, les personnes qui nous écoutent puissent, se dire: «Attention, il faut faire attention à ce que je vais lire, à oui, ce que» voilà, oui, c'était ça que je voulais oui, sous-entendre. oui. Voilà. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous former au pendule, hein, avec Didier ou moi-même ou n'importe qui de sérieux, et comme ça vous pourrez vous brancher sur le canal divin et vérifier ces informations. Donc Exactement. désolé pour ces maigres réponses, mais je préfère rien dire que dire n'importe quoi. Non, non, mais c'est sans souci. Moi, j'avais une question parce que c'est, heu, a priori, je pense que tu n'en as pas parlé, c'est simplement parce qu'il y a pas l'info, mais je la pose quand même. Heu, est-ce que, maître Philippe de Lyon a expliqué à un moment donné d'où il tirait ses capacités? Ses capacités de guérison, et cetera. Tu as évoqué effectivement, alors peut-être que ça viendra dans l'enseignement, la partie que tu n'as pas encore, hem, partagée avec nous, mais ce qui pouvait se définir, alors j'imagine que l'humilité devait être là, mais je ne sais pas moi, comme un initié, comme un disciple. Tu as parlé effectivement de maîtres, ascensionnés qui effectivement s'incarnent et peuvent, effectivement paraître comme insignifiants pour la majorité des gens, alors que ce sont des gens hautement évolués, ils sont bien incarnés dans un corps physique, donc ils passent inaperçus. Donc on peut parler d'initiés, de disciples. Est-ce qu'on peut parler de maîtres ascensionnés qui effectivement s'incarnent? Il y en a quelques-uns. Ils sont plutôt rares, mais ils existent aussi. Est-ce qu'on peut parler d'avatars de rang inférieur? Est-ce que tu as ces informations ou Alors c'est pas connu? des écrits, hein, parce qu'en fait, Mmh. donc la plupart des informations, sont issues de témoignages, de C'est ça. personnes qui ont pris des notes durant les séances, des attestations de guérison ou, la surveillance policière principalement. Mmh. Et de la bouche de maître Philippe, donc il a toujours été assez énigmatique. Il disait: «Je suis le plus vieux d'entre vous». Il disait aussi: je ne suis rien. Et il disait souvent: je suis le chien du berger. Donc le berger, c'est le divin, c'est le Seigneur. Mmh. D'accord? Il aimait utiliser cette image. Il disait aussi qu'il était en communication permanente avec Jésus. Mmh. C'était l'ami de Jésus et qui, voilà. Et qu'en fait, bah, tout, c'est, ça reste assez flou. Il a jamais, bah, bien sûr, tout le monde lui posait ces questions-là aussi, hein. Mais en fait, il a jamais répondu vraiment, sauf peut-être à ses proches, mais qui nous ont pas raconté Mmh. tout ça. Donc après, bah, ouais, il faudrait se pencher en canalisation ou dans les mémoires akashiques. Mais après, est-ce vraiment pertinent aussi? En tout Non, cas, je sais pas. oui, ça c'était en tout cas, il y a du lourd, quoi. Enfin, quand il dit le plus vieux d'entre nous, c'est que, bah, ouais, ça devait être une vieille âme. Il a dit aussi qu'il avait vécu, hein, au temps de Jésus, mais ouais, il était en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas la réincarnation de Maître Sananda et de la fraternité Shambhala qui s'est Non, incarnée en Jésus. Ça, c'est il clair. s'incarne plus, celui-là en particulier, voilà, on sait qu'il a un rôle particulier par rapport à la planète Terre, il doit revenir, mais bon, c'est Oui. voilà, ça reste évidemment une conscience, qui nous dépasse. On est Mmh. bien d'accord. Hem, dans le récit que tu nous as partagé, il y a quand même des stigmates, hein, de choses. Il y a un certain nombre de paroles qui font penser à, alors je vais pas te dire les mots du coup, mais voilà, le positionnement et cetera. On retrouve aussi, des comportements similaires, des positionnements similaires, des paroles, similaires dans la philosophie spirit, notamment, le médium Chico Xavier ou d'autres, qui ont ce type de comportement, cette humilité, ces capacités et cetera. Même si là, on n'est pas du tout dans cet univers. Bref, peu importe, mais c'était peut-être intéressant de savoir un petit peu, voilà, pour moi en tout cas, et cetera. Mmh. Il y a Susanna qui dit, «Il se faisait payer en bonnes actions, fabuleux».
OK. Et donc Cécilia qui disait, donc je suis arrivé avec 20 minutes de retard, mais qu'est-ce que c'est intéressant, tu vois, David? Voilà. Alors, je te redonne la parole. Oui, ben, j'aimerais juste vous toucher 2 mots concernant les enseignements de Monsieur Philippe. Donc, je vais, c'est pareil, hein, c'est comme les guérisons, je vais juste vous citer deux, trois petites choses qui m'ont marqué en fait. Maître Philippe a toujours insisté sur le fait que Dieu ne punit pas. Donc ça paraît peut-être rien hein, aujourd'hui, hein, cette phrase, mais à l'époque, c'était plus que révolutionnaire. Parmi ses enseignements aussi, il nous expliquait que nos maladies, en fait, sont des difficultés attachées à nos actes présents ou d'un lointain passé. Voilà. Il nous disait aussi que le mal qui est guéri sans que les péchés soient pardonnés n'est que remis. Et bien sûr, il préconisait d'imiter Jésus. Ce qui revenait souvent, c'était ne pas dire du mal des absents. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Donc, il enseignait la réincarnation, aimer son prochain comme soi-même. Hein, il enseignait aussi d'essayer d'être bon et tolérant. Donc, il insistait vraiment sur la bonté hein, et la tolérance. Et ce qu'il disait, c'est le pire, c'est d'être tiède. C'est-à-dire, il vaut mieux faire des bêtises, des conneries, que rien faire. Le pire, c'est les gens qui prennent pas de position. Ça, il le disait souvent. Apprendre à se connaître soi-même avant de chercher à apprendre à connaître les autres. Il vaut mieux donner un bon exemple que faire des effets avec la parole. Il nous expliquait aussi que l'humilité est nécessaire pour qu'une prière soit entendue. Et il y avait un truc aussi qui est vraiment beau, c'est, il disait, l'orgueil est sur notre tête et mettons-la sous nos pieds. Donc ça, c'est une petite phrase sympa. Il préconisait aussi de pardonner à vos ennemis de tout votre cœur, de faire du bien à ses ennemis sans qu'ils le sachent. Il disait aussi, aide-toi, le ciel t'aidera, et il expliquait qu'en fait, il fallait faire ce qu'on avait à faire sans se soucier du lendemain. Il disait souvent aussi que son ange gardien, c'était Dieu. Donc voilà pour ce qui m'a marqué en tout cas de son enseignement, mais encore une fois, il y a des pages et des pages d'enseignements, de citations. Hein. Moi, c'est vraiment un échantillon que je partage avec vous. Et j'aimerais finir avant le soin. En fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé plein de petites anecdotes marrantes. Enfin, marrantes. C'est tout d'abord, un jour, il apprend que il y a un marchand de vin qui vend du vin frelaté. Il va le voir et il lui dit les flics sont au courant, ils vont faire une descente, fais gaffe. Et donc le marchand évite tout son vin. Donc bien sûr, c'était évident. Voilà. Il y a une autre fois, il est en train de marcher avec Jean Chapas. Et il y a deux flics qui ont arrêté quelqu'un. Donc il va les voir, il leur dit relâchez-le. Donc les flics ils veulent pas, donc il sort un journal de sa poche et il leur dit c'est lui qu'il faut arrêter. Et les deux flics ils prennent le journal et ils embarquent le journal au poste. Et le gars il se barre. Une autre scène aussi, c'est il marche sur les quais avec Jean Chapas et il y a deux policiers qui ont arrêté un déserteur. Donc Maître Philippe, il va les voir, il leur dit relâchez-le. Donc et là, les policiers, ils partent en cacahuète. Hein. Ils l'invectivent, ils lui parlent mal. Et il y a un arbre à côté.
Et maître Philippe, il les amène vers l'arbre, il leur dit c'est lui qu'il faut arrêter. Et là, en fait, les policiers, ils saisissent l'arbre. Donc le déserteur, il peut se barrer. Et les deux policiers se sont réveillés 1 heure après, devant une foule morte de rire. Et ils ont été démis de leur fonction pour avoir mal parlé à Monsieur Philippe. Il y a aussi une autre histoire. À un moment donné, il y a un rebouteux de Villefranche. Donc Villefranche, c'est une petite ville au nord de Lyon, qui vient voir maître Philippe. Et il lui dit je suis vraiment embêté, ils m'ont foutu au tribunal. Et maître Philippe, il lui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc le gars, il est convoqué au tribunal et le jour de l'audience, quand vint son tour, la cour, ils se mettent à animer des joueurs de violon dans des postures grotesques. Et l'assistance est bien sûr mort de rire. Et le rebouteux, il voit ça, il se lève et il s'en va. Il sait que c'est OK, quoi. Voilà. Donc je voulais vous garder ça sur la fin. C'est ce qui m'avait fait le plus sourire. Et j'ai entendu aussi des faits pas similaires, mais moi où j'ai grandi près de Saint-Étienne, il y avait aussi un thaumaturge à la même époque qui a été mis au tribunal et j'ai eu vent aussi de choses impressionnantes au cours des procès, hein, parce que du coup la foule était rebelle et ça partait rapidement en cacahuète. Et juste aussi pour finir par rapport à ce point, c'est en préparant l'émission, j'ai appris que c'était Durville qui dénonçait à l'époque qu'en fait il y avait beaucoup de députés qui étaient médecins. Donc là c'est vraiment l'histoire des conflits d'intérêts. Et c'est les mêmes qui ont voté les lois d'exercice illégal de la médecine qui permettaient justement à mettre ces gens au tribunal et les accuser sans preuve, parce qu'il y avait des attestations, des fois des dizaines d'attestations qui disaient qu'ils n'ont rien prescrit, ils n'ont pas touché, et ils étaient quand même condamnés. Voilà. Voilà pour toutes ces anecdotes sur maître Philippe. Alors, on va encore une fois remercier donc Philippe Collin qui nous a donc donné autorisation de diffuser les images qui ont été diffusées pendant la soirée. J'en profite pour montrer donc son livre qui s'appelle donc, vous l'avez vu, Monsieur Philippe de Lyon, album souvenir 1905-2005 aux éditions Le Mercure Dauphinois, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si tu le savais, mais il a aussi écrit un livre sur Jean Chapas, Vie et enseignement de Jean Chapas, le disciple de maître Philippe de Lyon. Donc encore merci à Philippe Collin pour sa générosité et son autorisation. Il a participé aussi à plusieurs autres ouvrages au niveau des préfaces. Ouais, merci à lui. À nouveau. Alors, on va te laisser. Donc, on va passer aux soins collectifs, si j'ai tout bien compris. Oui. Donc, je te laisse expliquer tout ça et puis démarrer à ton rythme. Ça marche. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à veiller à ne pas être dérangé. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en direct, mais aussi ce soin est intemporel. Donc, toutes les personnes qui feront ce soin plus tard, mettez-vous à l'aise, veillez à ne pas être dérangé. Vous pouvez faire ce soin allongé ou bien calé dans un fauteuil. Dans le cas où vous assoupirez, c'est important que vous soyez en sécurité. Donc je vous laisse le temps de vous installer. Je me prépare 1 minute et je vous laisse le temps justement de vous installer et je reviens tout de suite à vous. Donc
si vous avez envie de vous hydrater, passer aux toilettes, je vous laisse ce temps-là. Donc, maintenant que vous devez être bien installé, donc je vous rappelle que nous sommes en parfaite sécurité, que les êtres de lumière dont Maître Philippe s'occupe veillent à ce que chacun bénéficie de belles énergies. Donc ils font en sorte que chacun, qu'on soit dans une bulle de lumière. Donc on n'a pas de souci à se faire. Je vous invite à sentir votre respiration, à respirer lentement et profondément. Donc si des personnes connaissent la respiration abdominale, respirez lentement, profondément avec le nez et le ventre. Donc c'est la respiration qu'on appelle la respiration sacrée, qui est parfaite pour ce soin. Si d'autres personnes plus aguerries maîtrisent la respiration de l'infinité, vous pouvez l'activer. Donc vous avez juste à vous laisser guider par mes mots, sans réfléchir, sans forcer. Je vous demande de mettre une intention. Donc ça peut être solutionner, guérir un problème physique, un problème psychique. Donc je répète, vous n'avez pas à réfléchir, laissez-vous guider. Donc c'est important. Vous allez bénéficier d'un soin, donc mettez une intention vous concernant. Et ensuite, toujours sans réfléchir, sans forcer. C'est ce que ce soin nous permet. Si vous avez un proche ou plusieurs proches en difficulté, donc ça peut être un parent en fauteuil roulant, ça peut être un enfant qui ne dort pas. Donc sans réfléchir, sans forcer, vous imaginez la personne concernée en pleine santé. Donc si la personne est en fauteuil roulant, vous la voyez souriante, en train de marcher. Si c'est un bébé qui a du mal à dormir, vous voyez le petit bébé, vous imaginez, sans forcer, le petit bébé qui dort comme un bébé, justement, comme l'expression. Donc, pour faire simple, sans forcer, sans réfléchir, s'il y a des proches qui vous viennent, vous les imaginez, souriants, lumineux, dans une vie sans difficulté. Et ensuite, je vous demande de bien rester sensible à votre respiration. Donc vous sentez l'air qui rentre en vous, qui vous apaise et qui ressort.
Donc je répète, hein, vous respirez lentement, profondément, et vous sentez bien votre respiration. Et si des pensées vous viennent maintenant ou au cours du soin, je vous laisserai revenir à l'observation, au ressenti de votre respiration, tout simplement. Et donc je vous laisse continuer à respirer lentement, profondément, à sentir votre respiration. Laissez-vous aller et je reviens à vous dans un instant.
Maintenant, tout doucement, vous pouvez commencer à ressentir votre corps, ressentir vos orteils, ressentir vos doigts. Prenez votre temps. Vous pouvez rester allongé quelques minutes et ressentez votre corps. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et pendant que vous revenez à vous, je vais juste faire une invocation destinée à chacun. Créateur divin, Père, Mère et Fille qui ne sont qu'un. Si moi, mes proches, ma famille, mes amis, mes ancêtres vous ont offensé, vous, votre famille, vos proches, vos amis, vos ancêtres, en pensée, en paroles, en action, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, puissent toutes ces énergies être transmutées, purifiées en pure lumière. Merci. Merci à vous et merci à Maître Philippe et aux êtres de lumière. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir à vous. Donc on m'a demandé de faire cette invocation qui est complémentaire aux soins et qui est destinée à chacun. Donc à chaque personne qui en fait le soin et à chaque personne qui peut, les proches en fait, qui font partie des intentions. Et je pense pas vous surprendre en vous disant que si on peut, durant les 24 heures qui viennent, éviter de dire du mal des absents, faisons de notre mieux, mais ça fait partie de ce qui est préconisé. Prenons-le comme un jeu. Très cohérent. Il n'y a aucune incohérence dans l'affaire, tout va bien.
Et c'est vrai que la petite invocation, bah, c'était aussi ce pardon qui est complémentaire à tout ça. Mm. Mm. Donc ça va, il nous mâche bien le travail, encore une fois, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Mm. Merci beaucoup. De rien, merci à vous tous. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, si vous souhaitez une fois bien revenu, comme l'a dit David, prenez votre temps, faire part de votre expérience, de vos ressentis, de vos perceptions, etc. Faites-le dans le chat. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à faire la même chose. On va prendre les commentaires qu'on n'a pas encore vus. Donc Odile nous disait tout à l'heure, la vie de Maître Philippe de Lyon a été assez courte et très difficile les derniers mois. Quelle destinée? Et elle nous dit maintenant, ambiance par rapport donc aux soins collectifs, ambiance très douce, légère, intimiste et joyeuse, clin d'œil de Maître Philippe. Donc on va attendre quelques instants au cas où il y aurait des retours, des partages concernant ce que vous avez vécu ou les éventuelles questions, je me répète. En attendant, donc, on va se retrouver donc la semaine prochaine avec un soin collectif mercredi 18, qui est une méditation guidée associée à un soin collectif de l'arbre de vie. Donc, l'idée étant de se connecter aux séphirotes adaptées, donc on les appelle toutes, mais évidemment les énergies appropriées viendront effectivement dans le cadre d'une descente d'énergie aussi, bien se faire de manière adaptée, hein, je me répète. Donc ça, c'est mercredi prochain. Et vendredi, donc on accueillera Franck Gilbert qui viendra nous parler de géobiologie dans une émission qu'il a appelée Géobiologie et résonance. Donc ça, c'est non pas jeudi prochain, mais bien le vendredi prochain, c'est-à-dire le 20 mars, jour de l'équinoxe du printemps. Ça, c'est pour le petit moyen mémotechnique. Alors, je ne vois pas d'autres retours. Est-ce que tu souhaites, en conclusion, peut-être rajouter quelque chose? Si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Avant donc de clôturer cette émission. Non, bah juste, j'ai envie de remercier encore tout le monde et puis surtout Maître Philippe parce que c'est assez inédit. Hein. Moi, je découvre pas en même temps que vous, mais je suis presque. Donc, je suis assez aussi agréablement surpris et on a vraiment de la chance, vraiment, par rapport à ce soin. Et c'est sûr que bah, peut-être que tu auras des retours dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Hein. Bien sûr. Parce qu'en plus, vu que c'est intemporel, moi j'ai reçu les consignes il y a quelques heures. Hein. Donc, et donc, bah, le petit clin d'œil, c'est ouais, c'est encore une fois à Roland, quoi, pour changer. Parce qu'en fait, ce soin, cette permission d'inclure quelqu'un d'autre, souvent on met sur le tapis, oui, mais cette personne, elle m'a rien demandé. Alors là, je vous ai dit des proches, mais ça peut être des voisins. Et c'est vraiment un soin, une énergie particulière où on a juste à imaginer, en fait, la personne comme on veut qu'elle soit, sa version divine, et le soin va aller justement, l'énergie va aller à cette version divine. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'en faire. Et c'est Roland, du coup, c'est une des derniers enseignements de Roland, en fait, hein, qu'on retrouve dans ses formations, enfin, ses dernières formations. Et ça m'a fait sourire. C'est juste pour mettre les choses au point, entre guillemets. Hein, s'il y a des personnes qui se disaient, ben, moi, si on me demande rien, je vais pas interférer avec la personne. Là, c'était vraiment pas faire un soin, c'était juste
j'imagine la personne belle, en pleine santé, et du coup, bah, l'énergie, elle va sur cette version-là. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce Si, que si, il n'y a pas de souci. Alors elle va sur cette personne-là si elle doit y aller. Ce que j'entends, c'est une forme de prière, en fait. Une prière instantanée, et ce qui se passe se passe. Enfin, c'est peut-être pas le tu vois ce que je veux dire? C'est une tout à intention fait. posée au Bah, divin. oui, Est-ce que c'est ça que tu veux dire quelque part? oui et non. Oui, de Alors toute c'est façon, quoi ça, le ça fait partie, c'est complémentaire, en fait, ce que tu viens de dire. mmh, C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on dit aussi, bah, on est tous des guérisseurs, mais il y en a qu'un qui décide. Ah, nous, ça nous dépasse, on fait de notre mieux. Mais là, c'était vraiment une invitation à se lâcher, hem, pour les thérapeutes, mais pas que, pour justement se lâcher dans le sens, on n'a pas à faire des soins aux autres s'ils nous le demandent pas. Mais mmh. rien ne nous empêche de leur envoyer des bonnes vibes, de les voir lumineux. Et si tu envoies des vibes, tu envoies de l'énergie. Si la personne n'en veut pas, C'est juste, tu en vois ce que fait, je veux dire? oui, mais C'est en ce sens que c'est forcément une intention qui est posée et qui amène un résultat ou pas. Ou alors j'ai pas compris. si, mais ensuite c'est complémentaire. Si, tu as très bien compris. OK. Et c'était juste, j'insistais, c'est sur juste l'acte d'imaginer. C'est Mmh tout. mh. C'est pas, ça diffère de, je fais pas un soin, d'accord? Mmh. Je veux pas que la personne ait un soin, c'est juste j'envoie, C'est ça. j'imagine, voilà. Je pense Mmh. qu'on dit la même chose, avec des mots différents. Oui, oui, oui. Heu, voilà. Mais Moi, quand c'est bien j'entends que vibe, j'entends énergie, hein. J'entends pas un mot qui sous-entendrait une oui, 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 intention. tout à fait, Je pour moi, vibe, c'est vibration, donc c'est énergie qui est active et qui va sur la personne. tout à Donc fait. voilà, Mais le je mot-clé, précise. en l'occurrence, c'était où je voulais insister, c'était sur l'imagination. Voilà. Mmh, C'est pour ça très qu'il y bien, avait le côté, voilà, sans forcer, sans réfléchir, voilà, on imagine et lâchons-nous. Mmh. très bien. Alors, on a eu quelques retours. Cécilia qui nous dit: «Merci David, je me suis assoupie et en paix. Je suis en paix». C'est quand même pas rien. On a des émoticônes d'Odile qui parlent de gratitude à minima. Ensuite, Susanna, c'était doux. Merci à lui, merci et à vous 2. Merci à toi, Susanna, de ta fidélité. Vous êtes tous très beaux. C'est mignon. Je sais pas si ça s'adresse à nous ou à d'autres, mais on va dire que ça s'adresse à tout le monde. On est Derrière. tous très beaux, avec un petit cadeau. C'est trop mignon. Cela rejoint les soins sur situation. Alors, on peut supposer, qu'effectivement, ben, c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va pas rentrer dans le débat là. Dans la réponse à cette question, on travaille pas sur situation là, c'est pas une situation, mais ça pourrait engendrer un travail sur situation. Bref. Oui, mais c'est pour ça que j'avais donné des exemples. Voilà, une Mmh. personne en fauteuil, on l'imagine marcher en souriant. Le Mmh. bébé qui n'arrive pas à dormir, ben, on l'imagine dormir. Voilà, c'est juste un petit jeu. Mmh. Et Très bien. juste, oui, j'aimerais aussi remercier bah, tous ces thaumaturges, même ceux qu'on ne connaît pas, Maître Philippe, parce que quelque part, si on vit ça aujourd'hui, c'est eux qui en ont mis une couche et c'était une époque très difficile, hein, et on en récolte les fruits quelque part, hein. Ils Mmh. ont semé leurs petites graines et c'est pour ça que les nouveaux soins, hein, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était une époque très difficile et c'est grâce à tous ces gens, hein, tous ces guérisseurs, connus ou pas connus, sérieux bien entendu, qui nous permettent d'aujourd'hui de vivre ça en toute aisance et Mmh. sécurité, hein. Mmh. Oui, c'est une époque où, c'est le début de l'industrialisation, les grandes avancées, scientifiques, les grandes découvertes, l'époque où on prétend tout expliquer par la raison, et la remise en question, sévère, tu l'as largement, suggéré, de ce qu'on pouvait appeler
j'ai pas le mot qui me vient là, pas des enfantillages, mais des trucs de grand-mère, enfin je trouve pas le mot. Des choses des anciens qui étaient ridiculisés, quoi. Enfin, il y a un mot pour ça, mais je le retrouve pas. Et donc effectivement, ces gens-là faisaient tout pour établir leur pouvoir. Je parle évidemment de l'establishment, voilà, de le maintenir, de le garder et effectivement, quelqu'un qui va au-delà des limites, de la science conventionnelle, de l'époque, heu, ne fait plus que déranger. Donc on n'imagine pas et tu le retraduis, je pense, super bien, à quel point, ça voilà, ce que ça à quel point ça a dû être difficile. Il faut peut-être aussi faire confiance, à cette grande évolution que alors moi j'ai pas fait les études, donc je parle sous ton contrôle, qu'était, hein, c'est ce que peut-être on peut conclure, maître Philippe de Lyon. On fait pas ça si on n'a pas un haut niveau d'évolution. Bon. Oui, oui, oui. Oui, et puis de toute façon, en fait, concrètement, je sais pas si tu me diras si ça rejoint tes propos, mais il disait: «Il veut bien me condamner, hein, je sais que je suis gracié par la justice divine, je suis là pour Mmh. accomplir quelque chose et voilà, je sais pourquoi je suis là, je le fais et point». Mmh. Mmh. Après c'est aussi des enfantillages que de traiter de calomnier, enfin c'est ridicule quoi. Enfin c'est Oui, mmh ça et c'est sûr. à chaque fois, bah, c'est aussi une ferveur populaire parce que les gens n'y comprennent pas, hein, pourquoi? Eux, ils voient que du bien. Et oui, ça marche et ça marche dans des dispositions qu'on retrouve pas ailleurs. Laissez-nous tranquilles, on veut le monsieur, laissez-le en paix. Ouais, ouais, oui, bon. On imagine de loin, mais on imagine, de loin. Voilà. Très bien. Bah, écoute, on va peut-être arrêter là pour ce soir. On va remercier une nouvelle fois toutes les personnes présentes. Je vais te remercier une nouvelle fois David pour tout ce travail et pour le fait d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. C'était vraiment chouette. Je te remercie beaucoup. Et puis bien sûr, on remercie, tous les êtres de lumière, le maître Philippe de Lyon, ça a déjà été fait et tous ceux, qui ont été présents, avec nous ce soir pour ce moment très lumineux. Belle soirée, belle nuit même, peut-être on peut dire déjà. Belle fin de soirée, allez et à très bientôt. Merci Didier, merci à tous. Ciao, ciao. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre présence et votre écoute. Pour rester informé de prochains événements à venir sur la chaîne, découverte et partage, pensez à vous abonner à celle-ci et à activer la cloche de notification. Pour plus d'informations sur les activités et prestations de David Flaché, thérapeute énergéticien, passeur d'âme, lithothérapeute, formateur et conférencier, rendez-vous sur son site internet www.lalumieredelaConscience.fr. Vous pouvez aussi le contacter par mail à l'adresse suivante, dflaché@protonmail.com. Et voilà qu'est venu le temps de nous quitter, je vous souhaite une très belle nuit et vous dis à bientôt sur Découverte et Partage. Bonne soirée!